Merci beaucoup. Et je remercie notamment le comité d'organisation et tout particulièrement Fatima et Marie de m'avoir invité pour vous parler de l'IA. Alors c'est pas la première fois puisque j'avais abordé la question déjà ici même précisément, donc il y a 5 ans, donc en 2019. Et donc j'avais abordé donc la question de la dictologie et l'intelligence artificielle. Quelle perspective? Et donc 5 ans après, qu'est-ce qu'il en est? Alors je vais vous montrer c'est une illustration. J'ai été au dernier congrès de l'American Psychiatric Association à New York en mai, et puis là-bas il y avait énormément de communication autour du digital en général et autour de l'intelligence artificielle en particulier. Il y avait un dessinateur. Alors ça, c'est pas une image qui est générée par l'IA, on le voit tout de suite. Et donc voilà. Et donc comme vous le voyez, donc lors de ce congrès, donc aux États-Unis, eh bien ça allait dans tous les sens, de la psychiatrie de précision, mais de la prédiction des troubles bipolaires, des idées suicidaires, et en réalité pour les médicaments. Enfin, c'est vraiment l'IA maintenant envahit en quelque sorte tous les domaines de la psychiatrie et de la dictologie. Alors moi, comme je suis universitaire, je vais me focaliser sur les 3 domaines universitaires, c'est-à-dire les soins, l'enseignement et la recherche. Alors en termes de soins, donc j'avais écrit donc il y a quelque temps, là aussi 5 ans, est-ce que c'est intéressant d'avoir est-ce que l'intelligence artificielle peut être intéressante là pour l'alcool? Bah oui, ça a déjà été dit à de nombreuses reprises. Effectivement, quand on évalue un patient qui a des addictions, eh bien c'est pas seulement l'addiction. En réalité, eh bien c'est plusieurs addictions déjà. Il y a généralement le tabac, le cannabis, l'alcool. Il y a beaucoup de substances. Ils ont des troubles. Les patients ont des troubles cognitifs. Ils ont des complications somatiques énormément, puisque par exemple plus de 200 pathologies somatiques peuvent être induites par l'alcool. Les comorbidités psychiatriques sont plutôt la règle que l'exception, et d'un point de vue social, il y a énormément de paramètres également. Et donc ça a été reconnu aussi même au niveau international, puisque dans cet article du New England Journal of Medicine, là qui est paru il y a pas longtemps, eh bien donc voilà quel pourrait être l'intérêt de ChatGPT pour diagnostiquer les cas cliniques complexes. Et leur grande surprise, ils sont aperçus, ils ont fait un petit sondage en ligne, donc ils ont soumis des cas cliniques à des cliniciens, et puis et la même chose à l'IA. Et surprise, l'IA est supérieure en termes de diagnostic, de sensibilité et de fidélité et de spécificité supérieure au diagnostic du clinicien. Donc ça fait quand même bizarre. Voilà. Alors pour illustrer ça, j'ai fait une illustration par l'IA, ça donne ça. Alors c'est le genre d'image que donne l'IA quand on fait des requêtes. Alors c'est toujours c'est pas finalement pas très scientifique, c'est joli, mais c'est pas forcément très scientifique. Ça fait la requête, c'est voilà ce que c'est l'IA en psychiatrie, en addictologie. Alors celui-là, il n'est pas ce schéma-là, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas un schéma IA. Et donc pour dire que c'est très complexe. Donc effectivement, il y a l'approche biopsychosociale en addictologie, et ça a déjà été dit à de nombreuses reprises ici. Eh bien, il y a énormément de paramètres, et l'IA pourrait nous aider à mieux conceptualiser et dès lors à mieux traiter les sujets. Mais en fait, il y a aussi une dimension, il y a également une dimension qui est importante, c'est la dimension temporelle. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a de plus en plus d'auteurs que j'ai listés en haut, et des grands auteurs de neurobiologie, notamment aux États-Unis, qui plaident pour le modèle neurodéveloppemental des addictions, comme ça a pu être fait pour la schizophrénie, pour les troubles bipolaires, etc. Ce qui fait que globalement, eh bien, donc au fil du temps, sur un terrain génétique et des environnements précoces maltraitants ou différents éléments, on va dire sociétaux, donc des facteurs socioculturels, des facteurs de marketing, qui vont chez un adolescent faciliter l'initiation de substances, puis l'initiation, puis la consommation régulière, et puis vers l'âge de 19 ans, le début, c'est l'âge moyen du début de la dépendance. Ce qui fait que nous, quand on les voit, et nous, les patients, on les voit 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, eh bien, on les voit donc avec beaucoup de pathologies,
beaucoup de pathologies psychiatriques, beaucoup de pathologies addictives, et finalement, quand on les voit, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, mais il y a toute la partie immergée, et là, c'est là où l'intelligence artificielle peut avoir un intérêt, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait en pratique clinique, comme on peut le faire, par exemple, avec Google Maps, par exemple. Moi, j'utilise quotidiennement Google Maps, la reconnaissance faciale aussi, très souvent pour ouvrir mon téléphone. Ça, c'est du quotidien. Mais en pratique clinique, je n'utilise pas encore l'intelligence artificielle comme je peux le faire pour Google Maps. Voilà. Mais quand même, on peut faire quand même quelque chose, un certain nombre de choses. Voilà, ça c'est une étude que j'avais réalisée il y a quelques années également sur le big data. On avait utilisé les chiffres de l'assurance maladie française dans une région, et on avait trouvé que finalement, parmi les patients psychotiques, eh bien, il y avait que 2% des patients qui étaient traités par 2% des patients qui étaient traités par buprenorphine, alors qu'il y a 5% des patients schizophrènes qui présentaient aussi un abus ou une dépendance aux opioïdes. Donc, ce qui voulait dire, ce qui soulignait que, en fait, les patients schizophrènes qui avaient des comorbidités addictives, et particulièrement les comorbidités addictives avec les opioïdes, eh bien, ces patients-là étaient sous-traités. Et donc, le message clair, c'est les patients sont sous-traités, donc c'est important d'aller les repérer et puis de proposer plus de traitements adaptés. Et ça, c'est ça l'intérêt. Alors, donc l'intérêt de l'IA, c'est aider à l'évaluation et à la prise en charge des patients dans les dossiers électroniques. Alors ça commence à se faire, mais c'est long, c'est difficile, mais ça va se faire. Ça va être de remplacer des tâches automatisées, mais on n'est pas encore tout à fait prêt. Ça va augmenter en volume les tâches qu'on fait déjà, repérer les patients en décompensation. Ça c'est quelque chose qui est fait notamment dans les pays anglo-saxons, mais qu'on n'a pas nous encore mis en place chez nous. Et puis des nouveaux modes intelligents de répartition du travail, notamment pour tout ce qui concerne la filière médicaments pharmacie. Voilà. Et puis c'est pas aussi développé que ça peut se faire par exemple en radiologie ou en biologie. En biologie, là, le big data sert en routine quotidienne. Mais il y a en routine quotidienne, donc en radiologie, mais il y a aussi quelques limites. Alors beaucoup d'orateurs ont déjà souligné les fameuses hallucinations, les erreurs. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous donner un exemple d'erreur pour une échographie que j'ai passée il y a pas longtemps, parce que j'ai eu un problème de colique hépatique, et donc je passe une écho, et résultat qui était fait par IA, c'est donc première phrase: vésicule biliaire, c'est un compte d'emprunt, et un intestin, la vie, c'est un Hitler correct. Voilà, c'est ça. Voilà ce que peut sortir l'IA. Donc je ne savais pas que j'avais Hitler pour ma vésicule biliaire. Et voilà, voilà. Typiquement un exemple d'IA mal interprété d'un compte rendu qui n'a pas été supervisé manifestement par le radiologue. C'est sorti brut de décoffrage. Et donc là, c'est pour dire l'IA toute seule, ça suffit pas. Ça a déjà été dit, mais voilà typiquement un exemple. Alors un autre exemple de chose qui va servir beaucoup, c'est le digital phenotyping. Bon, ça a déjà été sous-entendu, hein. Donc les montres connectées, les actimètres pour le sommeil, ça peut aider beaucoup à dépister un certain nombre de choses. Alors par exemple dans cet article, eh bien comme vous pouvez le voir, donc ça peut permettre, comme ça a déjà été dit, de prédire un certain nombre de problèmes, notamment de dépression, de suicide, d'autres troubles de l'humeur, de troubles bipolaires, d'overdose d'opioïdes, d'identification de tas d'autres problèmes. Et donc là, c'est pas encore en pratique clinique, mais on sent que les choses sont prêtes et vont arriver dans pas si longtemps que ça. Voilà. Il y a même des méta-analyses, qui montrent que, finalement, pour ce qui concerne l'adaptation thérapeutique pour des patients, c'est-à-dire quel est le meilleur traitement antidépresseur adapté à mon patient qui est en face de moi, que l'IA va comparer à 10 000 ou 20 000 ou 30 000 autres patients quand on le fait passer en IA. Ce qui veut dire que forcément, on a forcément les data, forcément les données qui sont stockées quelque part. Donc, il faut y avoir accès. Donc, et donc, l'application, expérimentalement, ça montre que c'est efficace. L'IA est très efficace pour prédire. Maintenant, nous ne l'avons pas encore, mais on sent bien que ça risque de venir un jour ou l'autre. Donc, dans la pratique quotidienne. Alors,
Par contre, dans la partie quotidienne, ce qui commence à venir de façon très intéressante, c'est en psychothérapie. Et notamment, donc, alors, j'ai pas marché sur les plates-bandes de Maria Sabir qui va parler juste après moi sur la thérapie par réalité virtuelle. L'idée en psychothérapie, alors là, j'ai parlé essentiellement des psychothérapies TCC, cognitivo-comportementales, qui vont se focaliser spécifiquement sur les situations à risque de consommation. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe d'un point de vue des émotions, des connexions et des comportements d'un sujet qui va consommer là bientôt. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un environnement, il ressent des émotions. J'ai fini mon boulot, la journée était dure, et j'ai fumé un petit joint. Alors, donc, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est de proposer des environnements sur lesquels on va travailler avec le patient. Alors, par exemple, je vais vous donner d'un environnement que j'ai fait par IA, donc d'un appartement d'un patient qui consomme beaucoup de produits, notamment d'alcool, de cannabis. Voilà une image. Et alors, on va travailler autour de ça. Alors, si je demande, si la requête à l'IA, je fais sortez-moi un appartement pour travailler avec un patient, il me sort un appartement Conforama tel qu'on peut le voir dans les publicités, parce que c'est ça qui est le plus fréquent, tel qu'on peut le voir dans les publicités dans les magasins Ikea. Non, mais c'est pas ça. Hein. En vrai, c'est que c'est quand même un peu dégradé. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Voilà, ça c'est un exemple. Autre exemple, alors ça c'est fait aux États-Unis. C'est donc c'est un agent conversationnel. Alors ça se développe beaucoup, les agents conversationnels. Donc pour détecter, repérer et puis discuter avec les patients. Donc là, l'agent, donc on voit le thérapeute et puis le patient, et il y a le personnage à droite, c'est l'avatar du thérapeute. Et donc l'avatar du thérapeute va parler avec le patient qui est à gauche, dont l'IA va analyser toutes les mimiques faciales et ce qui permet de décoder les émotions ressenties par le patient. Et du coup, ça amène un dialogue. Donc là encore, c'est en termes d'expérimentation, c'est pas répandu partout en partie clinique, mais on peut imaginer que ça se fasse. Alors, ce qui est en train de se faire là actuellement, et donc là, on est en train d'expérimenter nous dans le service où je travaille, donc dans la région parisienne. Eh bien voilà, donc c'est de la thérapie en réalité virtuelle augmentée avec de l'intelligence artificielle. Donc là, donc c'est un casque, donc ça Maria Sabir vous en parler. Donc on met les sujets dans un environnement. Donc là voilà, ça s'est passé la semaine dernière. Donc la personne, c'est la neuropsychologue du service qui va faire une démonstration. Et voilà. Et donc il y a de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit le patient, donc il a un joystick comme on peut le voir là, et puis il peut bouger. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc il bouge et là il est en train, le patient là, il est en train de se faire des rails de coque. Voilà. Et alors donc ça c'est en TCC, c'est ce qu'on appelle de l'exposition. On fait généralement ça en imagination. Là, on a un support. Ce support est un support visuel et qui va permettre au patient d'exprimer ce qu'il ressent à ce moment-là, en termes émotionnels. Ah oui, ça j'ai envie. Et de lui proposer un certain nombre de solutions alternatives. Oui, mais peut-être qu'on a déjà appris des solutions de surfer sur la vague, des choses comme ça, et qui pourraient être intéressantes. Voilà. Et donc il y a un certain nombre d'environnements, des environnements de consommation, des environnements où le sujet est chez lui, ou au magasin, ou dans la rue, ou avec ses amis. Alors il y a des choses où en recherche d'emploi. Et donc dans plein de situations sociales où le sujet va être exposé à une situation sociale qui habituellement peut le mettre en difficulté, où le thérapeute va pouvoir aider le sujet à mieux surmonter ces situations à risque. Parce que c'est plus facile, parce qu'il y a un environnement sécure, parce que ça se passe dans le bureau du thérapeute, parce que le thérapeute est là pour agir s'il y a quelque chose qui va pas. Et donc le patient va donc aller dans des environnements, et à ce moment-là, c'est ça la différence avec la TERV simple, c'est qu'à ce moment-là, donc il va dans des fêtes comme ça, il va dans des fêtes, et à ce moment-là, il va évoluer, il va parler à des gens. Et ces gens, en fait, répondent par intelligence artificielle. C'est-à-dire que, bonjour, ça va?
l'intelligence artificielle. Bonjour, ça va? Je m'appelle John. Et toi, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Donc, il y a une conversation qui s'engage. Et ça, c'est très intéressant. Et on l'a expérimenté avec des patients. Alors, quel est vraiment l'intérêt de ça? C'est déjà, parce que ce matin, on a dit, mais oui, mais c'est pas des vrais humains. Mais justement, c'est pas des vrais humains. Ben, c'est peut-être ça l'intérêt, que c'est pas des vrais humains. Et parce que, justement, il y a des choses qui deviennent alors très intéressantes. Quels sont les avantages de ça? Parce que, le patient ne se sent pas jugé par l'IA. Quand il est, et ça, on le voit bien, quand on a en face de nous des patients qui viennent, ils sont emplis de culpabilité, d'agressivité, enfin, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quand ils discutent avec l'IA, ils se rendent compte évidemment que c'est l'IA, c'est une machine, c'est quelque chose, et puis ils se rendent compte que c'est quelque chose un peu en miroir. Donc, la machine, l'IA répond, enfin c'est un personnage sous forme de personnage, l'avatar répond directement à ce que dit le patient. Et ce que dit le patient, c'est sa problématique, qui n'ose pas forcément dire à un vrai humain. Et c'est ça, donc, la force et la faiblesse de l'IA. La faiblesse de l'IA, c'est pas un vrai humain, mais justement, c'est là-dessus qu'on va jouer dans la mesure où le sujet ne se sent pas jugé et va directement à sa problématique. Par exemple, on a un patient comme ça, l'agent conversationnel lui dit, ah bonjour, donc il est censé évoluer dans un monde, dans une fête, comme ça, et le robot lui dit, alors bonjour, ça va, comment tu t'appelles, comme ça, et alors c'est bien, on s'amuse bien dans cette fête. Ah oui, et alors toi qu'est-ce que tu fais? Moi je fais ci et tout, et voilà, et alors qu'est-ce que tu voudrais discuter avec moi? Et le patient répond, je voudrais parler de la glande pinéale. Alors moi quand glande pinéale, je vais parler de la glande pinéale de une fête. Oui, parce que c'était ce qui le préoccupait là à ce moment-là, parce qu'il fait du yoga et que dans le yoga il y a des bouquins qui disent que la glande pinéale c'est très important. On pense qu'on en veut, mais moi je suis tombé de ma chaise quand j'ai entendu ça. Mais c'est la problématique du patient. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que les gens conversationnels ils jugent pas. Donc lui, il raisonne que sur des modèles mathématiques, donc il va dire ah oui, c'est intéressant ça. Et pourquoi tu t'intéresses à la glande pinéale? Et le patient répond c'est parce que je suis du yoga. Ah bon, tu fais du yoga? Oui, je fais du yoga, mais pourquoi tu fais du yoga? Moi, je fais du yoga parce que je trouve ça très intéressant, parce que ça me décontracte et tout ça, etc., etc., etc. Jamais je n'aurais pu imaginé même avoir une discussion comme ça avec ce patient-là. Et ça apporte, donc, il est dans sa préoccupation. Et pas une autre. Et donc, ça c'est des leviers. Donc, évidemment, ce sont des outils. Donc, c'est des choses, on va s'appuyer là-dessus pour engager la conversation. Parce qu'après, on est derrière nous. Parce que, alors, je reviens un peu en arrière, mais, ici, quand on est là, il y a, en fait, l'image sur le mur, c'est une image projetée pour que tout le monde voit, mais en réalité, c'est le thérapeute est derrière son écran. Et donc, il peut interagir avec le patient. Ici, là, tu pourrais répondre ça, ou qu'est-ce que tu penses si on ferait comme ça, etc., etc. C'est ça l'intérêt. Voilà. Et du coup, ça fait avancer les choses. Et puis, également, si on parle d'une façon plus scientifique, et du coup, comme le patient, il n'est pas dupe, le patient, du tout. Donc, il voit bien qu'il parle d'un agent conversationnel. Il voit bien, parce qu'en plus, il y en a partout maintenant. Et donc, ça facilite la métapensée, la métacognition chez les patients. C'est ça qui est bien. Chez les patients qui n'ont pas forcément naturellement. Et donc, ils comprennent que quand ils parlent de tel ou tel sujet, eh bien, la machine répond de telle ou telle façon, et que c'est une machine qui répond, justement. Et que donc, ils se sont pas forcément influencés par une machine. Ils se disent, mais c'est parce qu'il répond ça parce que j'ai influencé aussi ce discours-là. Et que peut-être, c'est à moi aussi à penser ce que je devrais dire à d'autres. Et que donc, à ce moment-là, eh bien, on peut prendre du recul. Et donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes pour aider les patients à prendre du recul. En tout cas, ils sont très satisfaits, les patients. Quand on leur pose la question, alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Ils disent, ah ouais, ça c'est vraiment bien. Ça, ça me libère de parler comme ça. Et donc ça, c'est intéressant. Évidemment, il y a des limites, évidemment. Ça a déjà été dit 50 fois, avec Terminator. La machine ne pourra pas remplacer l'homme, ça c'est sûr. Mais l'homme reste de toute façon indispensable pour l'analyse des données et puis pour envoyer tout un tas de choses aux patients, hein, pour guider le patient. Hein. Donc au congrès de l'APA, il y avait aussi le président de l'American Medical Association. Donc, parce qu'évidemment, ils se sont emparés. Donc, et donc, ils ont fait des recommandations. Et donc, le président de l'American Medical Association dit l'intervention humaine, donc grand principe numéro 1,
l'intervention humaine doit rester prédominante. Et l'IA ne doit pas détourner des patients. Parce que un des obstacles, c'est que on se focalise sur l'ordinateur et du coup on perd le contact avec le patient. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder systématiquement à l'esprit. D'autant plus que, comme les hommes sont tendance à croire ce que disent les machines, il y a des erreurs. J'ai fini déjà. Oui, mais bon, je continue. La partie recherche. Hein. Alors la partie recherche. Pas encore abordé. Alors, bon, tout ça pour dire qu'il peut y avoir une enseignement. Bon, alors l'enseignement, l'intérêt, c'est la réponse aux questions et en formation, l'assistance à l'écriture et la correction, sur des choses qui sont bien établies. Donc les étudiants vont sur des cours qu'ils n'ont pas bien compris, c'est très intéressant pour avoir des questions supplémentaires, ça c'est bien. Pour l'apprentissage, l'explication des concepts, l'aide à la résolution de problèmes, la création d'exercices pratiques, et puis alors la traduction, je sais pas si vous l'avez déjà utilisé pour la traduction, ça c'est bien dans tous les sens. Pour nous c'est anglais-français, mais aussi dans le sens français-anglais. Mais il y a quand même des erreurs. Ça suffit pas de faire ça comme ça, il faut quand même aller regarder. Et puis donc ça c'est pour la traduction. Et puis alors, la création d'images, des fois c'est un peu space, hein, il y a des limites. Hein. Là, par exemple, ça c'est un récepteur GABA. J'ai voulu faire par intelligence artificielle, crée-moi ChatGPT, crée-moi un récepteur GABA parce que pour que je puisse montrer à mes étudiants. Alors ça donne ça. Alors ça c'est ce qu'on appelle une hallucination. Encore un exemple d'hallucination d'IA. Bon voilà, c'est quand même pas terrible. Alors, l'IA et la recherche, il y a plein d'articles, 42 000 qui sont publiés l'année dernière. En recherche, c'est fait depuis 10 ans. Par exemple, dans un laboratoire avec qui je collabore, le labo Imagen, avec plein de données qui sont schématisées, traduites en langage machine là. Eh bien, on peut établir des facteurs de vulnérabilité spécifiques aux addictions, parce que comme l'étude longitudinale, on peut dire, eh bien, les gamins qui ont des troubles externalisés, par exemple le TDAH, par exemple les troubles des conduites, eh bien, sont plus à risque de fumer des cigarettes. Ça a été fait pour la cigarette, pour l'alcool. Là, je montre. Voilà, pour la détection précoce, et puis pour un tout un tas de choses. Voilà. Alors, j'arrive directement aux conclusions. Donc, en fait, il y a aussi la violence. Hein, la violence, j'avais écrit un article il y a quelques temps aussi. Alors ça aussi, en expertise, il semblerait que donc à Oxford, Oxmith, c'est un logiciel d'Oxford. Eh bien, là aussi, la sensibilité, la sensibilité et la spécificité de l'évolution des comportements agressifs est mieux avec ce logiciel qu'avec l'IA qu'avec les experts. Ça n'empêche pas l'autre, ça ne va pas remplacer encore une fois, mais c'est vrai que c'est ça l'intérêt. Alors pour finir, rétrospectivement, j'ai dit ChatGPT, est-ce que tu peux me faire ma présentation? Mais je l'ai fait après. Et donc, il est bon, moi, ChatGPT, je veux dire, hein. Il a parlé d'à peu près tout ce que je voulais parler, hein. Il m'a fait mon diaporama. Mais je l'ai pas fait dans le même sens. Je l'ai pas fait dans le même sens du tout. Mais il m'a fait quelque chose de quand même pas mal, et finalement, je m'aperçois, j'ai confronté, j'ai pas oublié, hein. Donc, alors dans les soins, dans la formation, dans la recherche, et finalement, ça correspond assez bien à ce que je vous ai indiqué. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça, c'est un réseau que j'ai fait aussi par IA. Donc, une illustration, ChatGPT, crée-moi un réseau de chercheurs en IA, en psychiatrie, addictologie, il me sort ça. Merci de votre attention.